Bonsoir, bienvenue à la Cité du Vin. Donc, pendant que les dernières personnes s'installent, n'hésitez pas à venir devant, il y a encore des places. Juste un petit mot pour remercier le comité de pilotage des Vendanges du Savoir pour cette première conférence de la saison des Vendanges du Savoir. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir donc Inaki Garcia de Cortázar Atori. Bienvenue à la Cité du Vin. Vous allez donc assister à cette conférence à l'issue de laquelle vous pourrez poser des questions. On fera circuler un micro-ballon parmi vous, donc n'hésitez pas à poser les questions. Et puis les personnes qui nous suivent sur Zoom, vous pourrez aussi poser des questions dans la partie Q&R de votre application, donc n'hésitez pas. Voilà, je laisse la parole à Julien Demarque du comité de pilotage des Vendanges du Savoir et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis particulièrement enchanté d'être devant vous ce soir pour ma première introduction d'une conférence des Vendanges du Savoir en tant que membre du comité de pilotage des Vendanges du Savoir. Donc je suis Julien Dumerc, je suis maître de conférence associé à l'Université Bordeaux-Montaigne et directeur d'une association qui est une maison d'édition scientifique sur la viticulture et l'œnologie qui s'appelle IVES. Et je suis particulièrement heureux, donc je le disais, pour deux très très bonnes raisons. La première, c'est que pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, les Vendanges du Savoir et l'action de médiation scientifique ou de communication de la recherche vers un large public par excellence, quand on parle de viticulture et d'œnologie dans le paysage, en réalité, si on parle de ce type d'événement, je ne pense qu'aux Vendanges du Savoir et je loue l'excellence de ce format. Et je peux le faire aussi facilement que je viens juste d'arriver. Donc je n'y suis absolument pour rien. Mais je suis heureux de représenter le comité de pilotage et d'introduire une conférence de cette très belle action. Je suis aussi très heureux parce qu'il s'agit de présenter Iñaki Garcia de Cortázar Atori, que je connais depuis plus d'une dizaine d'années, qui m'a en réalité suivi. Vous savez comment c'est, certaines personnes vous les retrouvez à plusieurs endroits de votre vie professionnelle, dans des fois justement des lieux qui n'ont rien à voir. Et c'est le cas avec Iñaki, qui a partagé avec moi d'excellents moments au Labec Scott, pour celles et ceux qui connaissent. Donc un laboratoire d'excellence de l'Université de Bordeaux qui maintenant n'existe plus, mais qui a duré 10 ans comme prévu, ne vous inquiétez pas. Donc Iñaki était invité à participer en tant qu'orateur déjà à une summer school, une école d'été internationale où des étudiants du monde entier venaient découvrir des recherches menées dans le cadre du Labec Scott et puis des conférences connexes sur des thématiques très variées qui allaient de la sociologie au climat et à la viticulture, ce qui nous a mené à Iñaki. Donc Iñaki, tu es ingénieur de recherche à INRAE Avignon. Tu es aussi le directeur de l'unité de service ou du laboratoire Agroclim. Ce laboratoire qui étudie l'impact du climat justement sur les agrosystèmes et qui coordonne aussi, pour vous en dire un peu plus, tout le réseau de stations météorologiques d'INRAE en France. Et Iñaki est aussi personnellement responsable d'un réseau qui étudie la phénologie, donc toute la phénologie du vivant à l'échelle nationale. Donc j'ai découvert juste avant, donc je peux un peu faire mon intéressant, que la phénologie du vivant pouvait s'intéresser justement au cycle de développement saisonnier, cycle de croissance saisonnier, c'est la définition de la phénologie, des micro-organismes, et notamment des pathogènes de la vigne et d'autres cultures. Donc, tu coordonnes ce réseau-là. Tu viens pour nous parler de changement climatique et de vignes, mais ça se replace dans un ensemble beaucoup plus vaste. Ce réseau donc, que tu coordonnes s'appelle Tempo, si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Merci beaucoup Iñaki d'être avec nous ce soir. Je suis vraiment très heureux d'être avec toi ici. Et je vous laisse profiter de cette conférence d'Iñaki. N'hésitez pas à aller regarder l'ensemble du programme des Vendanges du Savoir pour connaître la suite, parce que les Vendanges du Savoir, ce sont des conférences sur tous les champs disciplinaires
des sciences. Ici, c'est climat, mais il y aura des conférences de sociologie, d'histoire de l'art et d'autres sciences humaines et sociales. Donc, n'hésitez pas à continuer de nous suivre et à venir nombreux encore une fois la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour, bonsoir. Donc, alors, ils m'ont dit qu'il ne fallait pas qu'ils bougent. Donc, je vais essayer de ne pas trop bouger, même si c'est assez compliqué pour moi-même. Et je ne vais pas répéter mon nom de famille, ça va me faire gagner 2 minutes de la conférence. Mais il m'appelle Iñaki. Ça fait quelques années que j'ai travaillé sur les sujets. J'étais assez surpris, mais à la fois content de l'invitation, que je remercie au Vendanges du Savoir et à tous les collègues qui ont contribué à pouvoir présenter cette présentation aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a mon unité, effectivement, à laquelle je travaille, mais il y a aussi pas mal de collègues de Bordeaux qui sont impliqués dans ce travail, parce qu'on ne fait jamais un travail comme ça tout seul, et loin de là. Et moi, aujourd'hui, mon objectif, en fait, ça va être vraiment de vous faire une petite synthèse en 1 heure. J'espère que vous ne dormirez pas trop. Et surtout, que l'on réfléchisse ensemble, en fait. Moi, sincèrement, mon objectif, c'était d'amener la viticulture au-delà de la viticulture. Vous êtes tous des passionnés, certainement, du vin, de la vigne, d'un terroir, d'une région qui est vraiment resplendissante sur ces sujets-là. Et à la fois, il faut intégrer ça sur un volet plus large, qui me semble important à rappeler, que c'est l'agriculture, au sens large. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un peu voyager autour de la question du changement climatique, mais par rapport à la question de la viticulture et l'agriculture. Mais avant ça, il y a peut-être juste une petite mise à jour, parce que malheureusement, on entend tous parler du changement climatique, on voit tous des informations autour du changement climatique, mais j'aimerais quand même poser quelques bases qui vont nous aider à suivre après un peu plus la conférence et de comprendre davantage les enjeux, sur quoi on va traiter, quelles sont les questions qu'on doit se poser et quels sont les challenges. Et je pense aussi à la quantité de jeunes comme moi qui sont dans la salle et qui vont avoir beaucoup de choses à faire dans les années à venir. Et aux moins jeunes, ceux qui ne sont pas comme moi, qu'ils vont devoir aider les jeunes à faire tout ce qu'ils vont devoir faire. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un espace d'échange ce soir tous ensemble. Donc qu'est-ce que l'on sait? Alors je vais commencer par quelque chose. Et oui, la personne qui est à gauche, c'est moi. Ça peut paraître incroyable, mais c'est une photo de ma première interview à un média, ici les Dauphinais Libérés, 6 février 2006, à droite pour vous. En fait, c'était, enfin à gauche, là, et c'était celui qui était le directeur du laboratoire où je travaille aujourd'hui, membre du GIEC, et qui disait cette phrase: le réchauffement, ce n'est plus de la science-fiction, et on est en train de parler de février 2006. Vous voyez qu'en fait, les sujets sur lesquels aujourd'hui on s'attarde, il y a des débats, il y a des discussions, il y a soi-disant des polémiques, c'est des choses qui sont déjà établies depuis très longtemps. Et là, on pourrait commencer à se dire que depuis 20 ans, qu'est-ce que l'on a fait? Et les petits genoux là qui est à gauche, en fait, c'est moi, et en train d'expliquer les sujets de ma thèse. Et donc la carte que vous voyez en bas, c'est les résultats du travail de thèse que j'ai réalisé en 2006, où on évaluait les impacts du changement climatique sur la viticulture en France. Et toutes les diapos, toutes les flèches, c'était comment ça allait changer la viticulture en France dans les différents vignobles. Et on s'est posé des questions déjà sur l'irrigation, et on s'est posé des questions sur les canicules. Vous voyez qu'en fait, en 20 ans, il y a beaucoup de choses qu'on savait déjà, et que peut-être on n'est pas allé assez vite par rapport à tout ce qu'on aurait dû déjà commencer à faire, mais on avait déjà les éléments. Alors, une chose que j'avais laissé claire, c'est que moi, je suis ingénieur agronome, j'ai fait une thèse, j'ai travaillé sur pas mal de sujets, mais je ne suis pas du tout les GIEC. Et j'étais à rappeler, en fait, que la connaissance sur laquelle on s'appuie aujourd'hui, les scientifiques, pour établir les faits, elle est la synthèse, et donc c'est une synthèse, ce qu'ils font les collègues du GIEC, des travaux de recherche publiés. Là, vous avez les chiffres pour les derniers rapports, qui est celui sur lequel on s'appuie aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur les prochains rapports, les 7e, qui sera publié autour de 2028. On vient de sélectionner, en fait, ils viennent de sélectionner les chercheurs qui vont participer à cette synthèse. Les précédents rapports, 2007-2014, vous voyez qu'on augmente la connaissance, qu'on a de plus en plus de pages, mais des pages dans lesquelles on a des certitudes ou des doutes, et surtout qu'on explore et qui nous permettent de baser des connaissances pour la suite. Et juste le dernier rapport, il fait 28 kilos. Quand vous les PC. C'est peut-être anecdotique, mais ça a quand même à faire beaucoup de connaissances. Donc, si on repart du principe, là, ce que je vous montre, c'est l'évolution du CO2
Depuis pratiquement 800 000 ans, on a des connaissances de bien plus avant. Là, vous avez la fluctuation, et on fait la fluctuation, là, Homo sapiens, donc les 200 personnes qui sont ici, on est tous des Homo sapiens, a priori. Et donc, en fait, vous avez la fluctuation, et en fait, une chose qui a remarqué, c'est que l'évolution, la variabilité du CO2, de la concentration de ces gaz à effet de serre qui nous concerne et qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui, elle n'avait jamais dépassé les 278 parties par million, donc une toute petite proportion de ce qu'il y a dans l'atmosphère. Quand on va dans les dernières 10 000 ans, on voit que cette quantité, elle n'avait pas beaucoup varié. En fait, elle était restée à peu près dans ces valeurs-là. Et je m'intéresse à ces 10 000 dernières années parce que c'est quand on a mis en place l'agriculture. Je sais que je ne peux pas faire beaucoup d'interactions avec vous, mais je réponds à ma propre question. Donc, l'agriculture. Et donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup de changements. Et quand on regarde notamment les 2000 dernières années, on commence à voir comment cette courbe, elle commence à s'accélérer, notamment à partir du moment de la période industrielle. Et là, j'ai marqué 2 petites étoiles très importantes. La première, c'est ma naissance. La deuxième, c'est quand j'ai commencé à travailler, il y a 25 ans, dans la recherche. Mais, outre le fait que c'est important pour moi, c'est juste pour vous faire remarquer qu'en fait, si on calcule la différence entre les 425 et les 278, on a 150 ppm. Et juste depuis que je suis né, on a cumulé déjà 100 ppm. C'est-à-dire qu'on a cumulé 2 tiers de tout ce que l'on a cumulé depuis qu'on sait qu'il y a un problème avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans la vie de la personne que vous avez devant vous, en fait, on a émis pratiquement 2 tiers de toutes les émissions que l'on a fait en surplus depuis qu'on a les problèmes de réchauffement. Donc, ça va très vite, en fait. Alors que ces courbes-là, ils sont parfois des 1000 années ou des 20 000 années. Là, c'est 50 ans. 50 ans dans lesquels on a accumulé 100 ppm et voilà, des concentrations en plus. Et là, vous avez les autres 2 gaz qui intéressent beaucoup l'agriculture, mais c'est le méthane et l'oxyde nitreux, et qui suivent les mêmes courbes d'évolution à partir des années 1800. On voit qu'on a une évolution importante. Alors là, si vous pouvez activer la vidéo, s'il vous plaît. Super, génial. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'évolution de la concentration journalière du CO2 dans l'atmosphère. C'est des données de la simulation pour représenter une carte. Alors, ce que vous voyez là, c'est les palpitations des forêts tropicales. En fait, vous avez l'émission dans la journée et la récupération dans la nuit. Et donc, voilà, non, pardon, à l'inverse. Je suis désolé. L'émission dans la nuit et la récupération dans la journée, par la photosynthèse notamment. Et vous commencez à voir que dans l'hémisphère nord, en fait, on commence à avoir plus d'émissions. Mais vous voyez aussi que la glace, elle commence à couvrir la totalité du continent et que la concentration, elle augmente. En fait, on ne peut pas avoir les mêmes pulsations que l'on a dans les forêts tropicales parce qu'on n'a pas de végétation pour pouvoir réabsorber tout ce qu'on est en train d'émettre. Mais je vous ferai remarquer aussi, je sais que c'est très envoûtant, c'est que les émissions qui sont produites ici ne restent pas là sur place, en fait. Elles sont partagées partout. Elles partent par tous les sens, en fait. Donc, en gros, en fait, ce que l'on voit, c'est que ces émissions, elles ne restaient pas là où elles sont émises. Et en fait, là, si la vidéo, on pouvait la mettre juste un petit peu après, juste vers la fin, en fait, on voit qu'au fur et à mesure qu'elle... Voilà, par là. Je ne sais pas si ça a changé, mais ce n'est pas grave. En fait, si on peut l'avancer, voilà. En fait, on va commencer à voir qu'on va récupérer les émissions parce que la végétation dans l'hémisphère nord, elle va commencer à réapparaître. Donc, on va commencer à récapter tous les CO2 qu'on a émis par l'industrie, par les transports, par les chauffages, par tout ce que l'on produit. Et en fait, au fur et à mesure, tout ce nuage orange, il va petit à petit disparaître. Mais le problème, en fait, c'est qu'une petite partie, toute petite, elle va rester là parce qu'on n'a pas la capacité de la réabsorber, ni par l'océan, ni par les forêts, ni par les différents systèmes. Et donc, c'est cette toute petite partie qui, cumulée chaque année, génère les problèmes que l'on observe aujourd'hui. Donc, si on regarde quelles sont les conséquences directes, c'est qu'on a, comme vous savez tous, j'imagine, j'espère, on a une augmentation de la température qui est constante, et notamment depuis qu'on a des observations, on a eu des traces par le passé, mais là, on a vraiment une augmentation qui est très, très rapide, avec des pics qui sont de plus en plus fréquents et des années extrêmes dans les dernières années. Et finalement, on se rend compte que n'importe quelle personne qui est ici dans la salle a vécu déjà un changement climatique, en fait, de façon plus ou moins marquée,
Mais quelqu'un qui est né dans les années 50, en fait, il a vécu dans les dernières années, 30-40 dernières années, un réchauffement important. Et quelqu'un qui est né il y a 50 ans, pareil, et même quelqu'un qui est né après les années 2000, en fait, il a déjà vécu aussi un réchauffement. Donc, en fait, c'est vraiment un processus qui est en train de se produire de façon assez rapide. Et il a des conséquences directes au niveau de la planète. On a une répartition à l'échelle des hémisphères avec un réchauffement plus important dans l'hémisphère nord, un peu moins dans l'hémisphère sud, mais surtout parce que la zone nord elle est continentale, et donc on a un réchauffement qui va vraiment même vers le pôle, une distribution de la pluviométrie qui est changée. C'est graphique un peu mosaïque, bizarroïde. En fait, chaque colonne, il faut s'imaginer que c'est une année, enfin, c'est une année. Chaque ligne, ça correspond à un mois. Et en fait, là, la couleur, c'est le niveau de réchauffement, et on voit qu'en fait, on a de plus en plus de mois très chauds, et notamment à la période hivernale, ce qui nous pose des questions de comment l'hiver il se passe. Et dans les derniers rapports du GIEC, on a fait déjà des constats statistiques définitifs. On a une augmentation des extrêmes qui est déjà, on pourrait dire, statistiquement significative dans tous les continents, notamment pour la chaleur, mais en Europe, on a tous les trois qui sont déjà significatifs. Et on a malheureusement des changements irréversibles qui se produiront dans plusieurs dizaines d'années, certainement, on ne sera peut-être pas là, mais malheureusement, les systèmes Terre, l'inertie du système, il va nous amener vers des changements qui concernent notamment l'augmentation de la température de l'océan, la fonte de la calotte et l'augmentation du niveau de la mer. Alors, ça a des conséquences déjà directes, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans notre santé et bien-être. Beaucoup d'entre vous, peut-être, la question de l'éco-anxiété, des questions de solastasie, des problèmes que l'on se pose, même par rapport à la santé humaine au niveau des températures trop élevées, les problèmes des villes qui ne sont pas adaptées. Et on voit qu'en fait, actuellement, la biodiversité et les écosystèmes, ce n'est pas le changement climatique la première cause d'impact, mais elle fait partie des causes qui commencent à prendre de l'importance. Et a priori, on s'attend que vers 2050, potentiellement, ça pourrait être la première cause des pertes de biodiversité, les changements climatiques. Et quand on regarde quelque chose qui est l'état annuel du climat, en fait, tous les points rouges et les points verts, c'est des événements extrêmes qui se sont produits à travers la planète et qu'on peut aujourd'hui les identifier, les relier au changement climatique. Donc on se rend compte qu'en fait, on avait plus en plus d'événements qui sont dans leur fréquence ou dans leur intensité de plus en plus présents actuellement. Et en France, en France, on a une tendance qui est qu'on se réchauffe même plus vite qu'à l'échelle de la planète. En fait, la position de la France au niveau continental fait qu'il se réchauffe un peu plus vite par rapport à ce qui est le reste du monde. Et donc là, si on regarde bien, en fait, on est déjà pratiquement à 2 degrés de réchauffement dans les dernières années, alors qu'au niveau de la planète, on est plutôt à 1,3. Et ça, c'est parce qu'on est positionné là où on est positionné. Quand on regarde la pluie, Météo France nous montre qu'on a une rupture nord-sud, avec notamment en été plus de pluviométrie dans le nord et un peu moins de pluviométrie dans le sud, notamment dans la côte. Mais peut-être ce qui a changé vraiment beaucoup la perception de comment on est en train de vivre le changement climatique, ce sont les événements extrêmes en fait. Parce que là, ce que je vous montre là, c'est tous les événements extrêmes qu'on a commencé à voir de façon un peu importante en agriculture. La pluie de 2016, la canicule de 2019, on avait eu 47 degrés. Cet été, on a eu à peine 40. On a eu 47 degrés à Nîmes, donc pour ceux qui étaient dans les coins, rajouter 6 degrés à la température qu'on avait cet été. Ça a duré 48 heures, mais ça pique. Les cigales se sont arrêtées de chanter jusqu'à 10 heures du soir. Et on a eu les gels printaniers de 2021, et après on a eu ces alternances de sécheresse, des pluies qu'on a eu en 2023 et 2024. Mais peut-être les points les plus frappants, parce que ça nous touche souvent, en fait, on percute, c'est par exemple les canicules. Avant 2000, on avait une canicule à peu près tous les 5 ans. Entre 2000 et 2010, on avait une canicule par année, donc on avait quand même bien augmenté la fréquence. Et là, depuis 2011, on se rapproche de plus en plus des 2 canicules par été. Et donc, en fait, on a vraiment une augmentation. Et là, je vous mets une carte qu'on a générée, en fait, à partir d'une application qu'on développe dans notre équipe, qui montre que, ici, vous avez pris cher. Et par rapport à nous, que c'était, je ne vais pas dire, enfin, moi, je viens d'Avignon actuellement, malgré mon accent, mais c'est juste pour dire que là, vraiment, il y avait un focus, un spot assez important au niveau de la canicule. Et demain,
et demain. Parce que la question, c'est tout ça, on l'observe déjà aujourd'hui, et comment on va faire pour demain. Demain, en fait, les climatologues, pas moi, loin de là, mais les climatologues, en fait, ils ont réussi à représenter, avec des incertitudes bien évidemment, mais les systèmes Terre, avec tous les éléments que vous voyez là, les océans, les continents, les fonctionnements, voilà, on va intégrer toutes les connaissances que l'on a à l'échelle de la planète. Mais on va rajouter une information supplémentaire, c'est d'essayer de comprendre comment ça pourrait être le futur en prenant en compte des scénarios un peu de science-fiction, si vous voulez, dans lesquels on intègre des questions socio-économiques, démographiques, d'éducation, et on va se projeter là-dessus. Et donc on va imaginer des scénarios très différents, dans lesquels on va avoir, par exemple, on va tout émettre, on va utiliser toutes les ressources fossiles que l'on a, parce qu'on veut avoir une bonne éducation et un bon niveau de vie. Voilà, on verra bien ce qui se passe. Ou à l'inverse, on veut réduire toute la consommation d'énergie fossile, mais tout en essayant aussi de maintenir un très bon niveau d'éducation et un très bon niveau de vie. Et donc, c'est des stratégies complètement différentes qui n'utilisent pas les mêmes ressources. Et ça nous amène à des trajectoires très différentes. Donc là, je vous remets la même figure qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on s'était arrêté en 2022 à peu près. Et en fait, ce que l'on sait déjà, c'est que jusqu'à 2050, on va continuer à se réchauffer. Ça, on le sait déjà. On n'a pas besoin de se faire des projections. On ne sait pas combien on va avoir des événements extrêmes, à quel moment. On imagine qu'on va avoir plus de fréquences, on imagine qu'on va avoir plus d'intensité, mais on sait que la tendance, elle est là. Là où vous voyez qu'il y a la rupture, c'est quand moi j'aurai 70 ans, c'est qu'on pourra avoir 3 tendances très différentes. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'avenir des jeunes qui sont, des gens qui sont ici, mais des gens qui vont arriver plus tard. Parce qu'en fonction de ce que l'on fait aujourd'hui ici, notamment ici, le futur, il va se définir là, en fait. Et donc, on peut partir sur des tendances dans lesquelles l'augmentation de la température, avec tous les extrêmes qui sont associés, il devient très difficilement maîtrisable, ou quelque chose qui se stabilise autour de 2050 et dans lequel on arrive à maîtriser jusqu'à la fin du siècle, et après on pourra éventuellement trouver des solutions pour aller de l'avant. Mais aujourd'hui, quand on regarde en France, on a cette trajectoire et on va vers quelque chose comme ça. Donc on était autour de 2 degrés là actuellement, en moyenne déjà, et là en fait on va se positionner quelque part par là. On ne pense pas qu'on va se positionner là, mais on va se positionner quelque part par là. Et l'autre aspect important, c'est que si vous regardez à droite, c'est la pluie. Alors là, vous pouvez me dire, mais en fait, vous ne savez rien. En fait, on sait qu'on va avoir une tendance, notamment, à avoir une diminution en été de la pluviométrie, donc ça, c'est la variabilité, plus ou moins 20%. Mais en fait, ce que l'on sait, c'est qu'on va devoir faire face à cette variabilité tout le temps. Et ça, c'est une incertitude de plus en plus pressante que l'on sait que l'on va devoir faire attention. Et là, je vous montre juste ça parce que c'est exactement ce qui s'est produit en 2023 et en 2024, en fait. On pensait en 2023 que ça allait être tous les années de sécheresse. En 2024, il pleut tout le temps. Et en fait, on a été dans ces rangs-là, en fait. Plus 20%, moins 20%. Et on sait que dans la région, ici, sud-ouest, on a une baisse marquée des débits estivaux et de la recharge annuelle qui va être tendancielle pour les années à venir. Donc, l'objectif de voir comment on va adapter tous les systèmes. Voilà. Ça va? Allez, on tient. Moi, ça fait 20 ans que j'ai fait cette conférence, donc à un moment donné, il va falloir soutenir. Alors, je ne vais pas vous dire que ce que je vais vous montrer, c'est que tout va bien et qu'on a trouvé la solution et que tout va y aller bien. Mais on va y aller ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. Et tout ce que l'on a déjà appris, parce que c'est ça aussi qui est important. La première chose, je ne pense pas, vu l'audience, c'est que la vigne est impactée par le climat. On a appris un truc super important. Mais là, je vous montre qu'elle est impactée tout le temps, en fait, dans la croissance végétale, par les stress, que ce soit thermique, la photosynthèse, donc la croissance, quand elle va produire sa biomasse, la phénologie, le développement du végétal, la floraison, les changements des couleurs des labés, la maturité, les changements des couleurs des feuilles que vous avez maintenant dans les vignobles, tout ça, c'est affecté par toutes les variables du climat. Donc les rayonnements, la température, le vent, l'humidité, la pluie. Ça va aussi affecter les travaux sur les terrains. Et en agriculture, c'est très important. Il y a des fois qu'on va pouvoir ou pas y aller sur le terrain. Et donc le climat, il va y avoir un rôle super important dans l'organisation de toutes les activités. Alors, je mets un petit focus juste sur les CO2 là, parce que les CO2, on a dit qu'ils n'étaient pas terribles, son augmentation. Alors les végétaux, ils trouvent que c'est plutôt chouette, parce que là, vous avez une évolution entre, là, c'est à peu près, vous me croyez, autour des 400 ppm, et là, c'est 800 ppm. Alors, on ne va pas se dire que d'un coup, il va falloir lâcher les vannes, parce que les végétaux, ils vont être très contents. En fait, ça, c'est un laboratoire. Quand on ne fait pas ça en laboratoire, ça se passe moins bien.
Et la plante, très vite, n'a plus de ressources, donc finalement, elle arrête de croître comme elle ferait là. Mais c'est juste pour dire que pour le coup, les plantes, des fois, ils peuvent tirer un bénéfice du CO2. Donc, on va garder ça en tête parce que des fois, ça va jouer un peu dans les résultats que l'on obtient. Alors, j'ai essayé de réfléchir à comment allais vous expliquer ça. Et donc, je me suis dit qu'il y allait faire 3 choses. C'est que la première chose, c'est qu'il allait vous expliquer des observations, et ça va vous amener à des choses que, finalement, les changements climatiques, ce n'est pas demain, comme disait mon chef, c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Ensuite, on va essayer de voir si on évalue les impacts qu'on pourrait avoir plus tard, quelles sont les adaptations que l'on pourrait mettre en place, mais sans oublier, et ça c'est un point important, comment on va faire des efforts d'adaptation et d'atténuation, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui vont nous permettre de limiter notamment les adaptations qu'on va devoir faire. Donc on va essayer d'aller par ces chemins tous ensemble. Et je mets 2 phrases là. La première, c'est qu'effectivement, la vigne, en termes agricoles, elle a été une plante, beaucoup de travaux précurseurs autour de qu'est-ce qui se passe autour du changement climatique. Ça, c'est vraiment clair. Quand on regarde dans la littérature, on avait beaucoup de données sur la viticulture. Donc ça nous a permis d'étudier beaucoup de choses. Et donc la vigne, elle a beaucoup appris à d'autres espèces. Et c'est ça que je vais vous montrer. Mais la vigne, parfois, elle a confirmé ce que l'on savait aussi par ailleurs avec d'autres espèces. Donc en fait, c'est juste pour que l'on ne dissocie pas viticulture et agriculture. Elles sont associées et nous, en tout cas, on essaie de les regarder ensemble parce qu'il y a des solutions des 2 côtés que l'on va pouvoir en tirer. Alors, on va commencer par le début. Une observation. Et là, ce que vous voyez à gauche, c'est ces gribouillis, là, c'est des séries chronologiques des dates de vendanges sur 27 vignobles en Europe. La plupart en France. Si je vous dis là, vous voyez 1500, on a quelques données qui commencent en 1340, et la ligne qui est entourée en rouge, c'est les vignobles de Bordeaux. Et donc là, vous voyez qu'en fait, déjà, avec ça, en fait, on avait des chroniques assez longues, et si vous regardez, plein de vignobles marquaient des trucs qui s'étaient passés au même moment. Donc on pouvait commencer à se dire que les dates de vendange nous donnaient un signal sur les climats, et là, vous avez une reconstruction qui montre les trous rouges, c'est des années chaudes, notamment des étés chauds, et les trous bleus, c'était des étés froids. Alors là, ce n'est pas un été, mais c'était pour une petite période qui s'appelle ici la petite âge glaciaire et qui avait marqué toute une période de l'histoire de l'Europe, et notamment de France. Mais on voit qu'on avait des pics, on avait des situations extrêmes qui ont été observées pendant longtemps. Et ça, ce n'était pas anormal. Mais vous voyez aussi que, paf, à partir des années 60-70, on commence à avoir une évolution. Et là, vous avez 2003, qui avait été un peu déclencheur, ça a été une année un peu charnière pour se dire, oh là, il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe. Il y a certains d'entre ici, peut-être ils ne sont pas nés, c'est ça qui me déprime à chaque fois, mais 2003, c'était super important pour plein de gens comme moi. Et donc, on a commencé à regarder la phénologie. Julien, il a expliqué tout à l'heure, la phénologie, les cycles des saisons du vivant en lien avec le climat, quand les choses se passent. Et là, vous avez des séries chronologiques qu'on a récupérées, pas moi, mes collègues à travers les différents vignobles. Vous avez en haut Champagne, avec la floraison et la date des vendanges. Vous voyez qu'il y a vraiment une tendance marquée d'avancer, mais en dessous, il y a l'Alsace, avec trois moments clés de la culture, les 2 Bourmont, la floraison et la véraison. Et là, vous voyez que par décade, tous les 10 ans, on avance 2 jours, 3 jours, 6 jours. Et donc, c'est vraiment, depuis 1989, on commence à avoir vraiment des avancées très importantes. Si on met ça dans une perspective encore plus large, là, on regarde, c'est des espèces alors forestières, comme notamment les châtaigniers, ou les chênes, et des cerisiers, comme par exemple ici. Mais là, c'est la série la plus longue que l'on a des dates des floraisons du cerisier. Elle commence au 9e siècle. Là, vous avez que la petite partie à partir de 1500, mais c'est pareil en fait. On voyait des interactions, si elle commence à faire comme ça, mais par contre, on voit que depuis 50 ans ou centaines d'années, on a des avancées de plus en plus marquées des dates de floraison ou d'apparition des bourgeons. Et quand on regarde en France, avec les réseaux Tempo dont il a parlé Julien tout à l'heure, en fait, on a fait une analyse de comment la phénologie des différentes espèces au cours de l'année est en train de changer. Et en fait, on voit qu'à gauche, c'est les noisetiers, les lilas, la vigne, le pommier, le bouleau. Ils sont tous avancés. Et ils ont avancé entre 2 et 4 jours par décade. Et donc, ça nous fait qu'en fait, en 60 ans, on a pratiquement, dans certaines espèces, 1 mois d'avance de ce qu'ils voyaient nos grands-parents, par exemple. Donc ça, il faut se dire que déjà, on ne voit pas la même chose que ce qu'ils voyaient nos anciens, et que tout ça, ça continue à évoluer. Alors, quand on a des changements comme ça, on va avoir une conséquence très importante.
Et là, c'est un point où il va falloir qu'on s'accroche tous ensemble. Là, ce que vous voyez, les 4 courbes, ça représente d'une part la température. Là, c'est la température d'une année des années 70. D'accord? Et là, après, on a les années 80, les années 90, 2000 et 2010. Et les petits boules, ça correspond à la phénologie, donc les stades de développement. Et là, je vous demande, là, vous avez la floraison, là, vous avez la véraison, le changement des couleurs de la baie, et là, vous avez la récolte. Alors, paf. Déjà, une première chose, ça, c'est pour la Syrah en vallée du Rhône. D'accord? Donc, on avait la maturité qui était avant, dans les années 70, entre les 15 août et les 15 septembre. Donc, cette zone-là. Et là, vous voyez que la température, elle était en train déjà de descendre. Et maintenant, en fait, elle se passe plutôt entre les 1er août et les 31 août. Et donc, en fait, là, on est dans les plateaux des températures élevées, en fait. On est en train de se retrouver quand il fait le plus chaud. Et donc, en fait, finalement, le fait que la période de maturité, comme tout s'est avancé, se positionne à la période la plus chaude, je vous ai dit tout à l'heure qu'en France, la température elle avait augmenté d'à peu près 2 degrés ces dernières années. Et bien, quand on regarde, en fait, elle a augmenté de 4 degrés. Une baie de raisin, elle est en train de faire sa maturité avec une augmentation de 4 degrés. Parce qu'en fait, elle va faire sa maturité au moment le plus chaud de l'année. Et si on va un peu plus loin, ben en fait, ça a des conséquences directes. En fait. Là, vous avez des données, mais qu'on a dans plusieurs vignobles. On a une augmentation de la teneur en alcool. En fait, on a une augmentation de la quantité de sucre qu'on a dans les raisins. La baie, elle est capable de stocker plus de sucre, de générer plus de sucre, pas de stocker, mais de générer plus de sucre. Et en fait, finalement, ce qu'on va avoir, c'est une augmentation de pratiquement 1 degré d'alcool tous les 10 ans. Ce qui est beaucoup, finalement. Parce qu'en fait, on est en train d'accumuler pratiquement 17 grammes de sucre chaque année. Enfin, tous les 10 ans en plus. 17 grammes, 3 morceaux de sucre. Ça commence à faire beaucoup à gérer. Et on regarde en parallèle, l'acidité, elle diminue. Et donc, en fait, on a une baisse de ces balances en fait, qui est très intéressante dans les vins, entre les sucres et les acides, la fraîcheur et, on va dire, la rondeur. Et donc, finalement, on voit que les choses, elles commencent à s'éloigner. Mais si on regarde dans l'agriculture, en fait, c'est un effet qu'on est en train de voir dans toutes les espèces. On voit ça dans les malformations des fruits. On voit de plus en plus des cerises et double parce qu'on a des problèmes au niveau de la floraison et de l'induction florale de ces arbres. On a des problèmes de texture dans les pommes, des brûlures dans la peau des pommes. On a des problèmes des clémentines, alors période importante actuellement, les agrumes ils arrivent, il fait suffisamment, il fait pas assez de froid pour qu'il commence à faire apparaître la couleur orange ou la couleur jaune. Et donc les consommateurs, il va peut-être se dire il n'est pas assez mûr. Mais en fait, ce n'est pas du tout relié. Et donc en fait, on commence à avoir des problèmes là-dessus, ou des problèmes plus physiologiques. On a la tropicalisation des fruits trop chargés en sucre, qui fait que finalement, ils ne sont pas intéressants pour la consommation au quotidien. Et donc ça, c'est des problèmes qu'on a de plus en plus et que les producteurs ils rencontrent dans toutes les filières actuellement, notamment des filières comme les arboriculteurs. On a aussi une tendance par rapport au rendement, la production. Alors c'est moins clair par rapport à certains vignobles et certaines espèces. Pour la vigne, là, il y a un cas, en vallée du Rhône, on voit une perte du poids des 200 baies. Quand on pèse 200 baies pour la même variété, on a moins de poids. Mais par contre, d'une manière générale, en fait, en agriculture, on observe qu'au niveau mondial, on voit une baisse de la production partout, en fait. Que ce soit dans les différentes zones de production, mais aussi les différentes cultures, les principales, voire des cultures un peu secondaires pour faire votre salade ou d'autres types d'aliments. Alors, on a un élément qui marque beaucoup les médias, notamment, c'est les changements de la distribution des espèces. Alors, pour la vigne, ça a été une espèce qui a été souvent sollicitée là-dessus. Là, vous avez un travail qui a été fait par des collègues, mais qui a été reproduit depuis plein de fois, en 2012, où ils montraient un peu quels étaient les vignobles, la zone de répartition du vignoble au niveau européen. Et les zones en rouge, ils disaient ça, c'est des zones potentiellement intéressantes à l'avenir. Ça c'est vraiment intéressant d'explorer la vigne. En fait, ce que vous voyez, c'est qu'on ne va pas attendre 2050 pour voir si ça va se passer. Il y a pas mal de développements déjà dans les vignobles bretons, ici, au Royaume-Uni, mais aussi la Suède, qui s'est lancée dans la viticulture et qu'aujourd'hui, il commence déjà à avoir un réseau de viticulteurs suédois qui se préparent en se disant pourquoi pas nous. Mais là, vous avez une carte d'espèces qui nous ont sollicité systématiquement pour savoir si ça serait intéressant. Et c'est des producteurs qui se sont déjà lancés. Ce que je vous mets là, ce n'est pas juste la question, c'est des gens qui ont déjà commencé à planter toutes ces espèces-là pour essayer de faire une production et pourquoi pas demain
s'est lancé sur une agriculture diversifiée sur des cultures tropicales. Et enfin, en fait, ce que l'on se rend compte, c'est que déjà aujourd'hui, on a des changements dans tous les systèmes, que ce soit la biodiversité, les micro-organismes, les structures des sols, la ressource en eau. Cette année, en été, dans la zone méditerranéenne, les vignobles ils ont joué un rôle important au niveau des incendies. Et voilà, on se rend compte que l'écosystème vigne, mais les agroécosystèmes, ils sont en train d'être vraiment bouleversés par ces changements. Alors, et demain, en fait, on a déjà des travaux qui nous orientent par rapport à ce qui seraient les impacts auxquels on devrait faire face. Là, vous avez une carte, ça c'est l'Europe. Là, vous avez la France, croyez-moi. Et là, c'est chez vous. Et là, vous avez l'explication de la figure, c'est-à-dire qu'à peu près, quand on est entre 0 et 2 degrés au niveau mondial, donc un peu plus ici, on est dans une situation, par exemple ici, avec un risque faible d'inadéquation, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est capable de s'adapter. Mais par contre, dès que l'on bascule vers l'orange, vers le rouge, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, vous voyez, en fait, une tendance de fond, c'est que le sud de l'Europe, il va avoir potentiellement, si le réchauffement continue, de plus en plus de zones où la viticulture ne sera pas adéquate. Elle ne sera pas bien adaptée à ça. Et j'attire juste l'attention, parce que des fois, on nous questionne, mais c'est quoi l'importance d'être à 1,5 et à 1,6 ? Des travaux qu'on a fait avec des collègues de Bordeaux, notamment, montrent qu'en fait, à partir des 2 degrés, en fait, on voit une accélération de la perte des zones intéressantes pour les vignobles. Et donc, en fait, c'est comme une barrière à ne pas dépasser si on ne veut pas rentrer dans une espèce de pente dans laquelle on pourrait se retrouver avec plus de difficultés pour adapter les systèmes. Donc, on a vraiment un point de rupture qui apparaît et qui nous oriente dans le fait qu'il ne faut vraiment pas continuer à augmenter nos émissions et surtout limiter nos émissions pour réduire la température à laquelle on pourrait atteindre. Et là, c'est la même figure que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, c'est la prospective, si on continue à se projeter. Et ça, j'ai vérifié, et ça correspond bien avec les chiffres que j'avais sortis dans mon travail de thèse en 2006, c'est-à-dire une augmentation de la température d'autour de 7 degrés au niveau de tous les vignobles français, c'est la moyenne de tous les vignobles français, ce qui veut dire qu'il y a des vignobles qui augmenteront peut-être de 3 et 4, et des vignobles qui pourraient augmenter jusqu'à 10 degrés leur température pendant la maturité du raisin. Donc finalement, en fait, on va faire face, si on continue, à dépasser à des conditions de maturité qui sont très très compliquées à gérer sous les vignobles et en cave. Et si je fais un point par rapport à d'autres espèces, là, en fait, vous avez les 4 parmi les plus importantes espèces, on va dire, d'agriculture au monde, et on voit des adéquations ou des inadéquations au niveau des surfaces qui peuvent être cultivées, pour les maïs, pour les soja, les blés, les sorgho. On voit que nous, si on s'intéresse à la France, on va avoir des zones qui pourraient augmenter ou diminuer en fonction des systèmes. On voit que pour les soja, il y a potentiellement beaucoup de régions qui pourraient favoriser, mais on a aussi des blés qu'on voit ici qui pourraient être problématiques. Alors là, il n'y a pas forcément les adaptations locales que l'on pourrait faire. Mais un point qui attire l'attention, c'est qu'on voit que la frontière nord de la production agricole mondiale se déplace de plus en plus vers le nord. Donc ça va générer de nouvelles questions géopolitiques dans lesquelles les territoires qui jusqu'à maintenant n'étaient pas touchés pour l'agriculture, ils vont devenir intéressants parce qu'ils deviennent tout bleus dans certaines zones et pour certaines cultures, et donc ils pourraient devenir potentiellement les zones de production de la terre pour certains produits alimentaires. Enfin, on a aussi appris, et on sait par rapport à l'avenir, que les maladies, c'est des choses qui sont déjà observées, mais on va avoir une tendance à l'augmentation de certains pathogènes. Alors, vers le sud, on va avoir peut-être l'effet de la température qui va réduire leur capacité de répartition dans certains pathogènes, mais on va aussi, dans certaines régions, avoir la capacité, et là par exemple c'est l'Obecea botrana, les vers de la grappe, qui va pouvoir faire plus de générations. Donc dans les nord, en fait, on va pouvoir potentiellement planter des choses qu'on ne pouvait pas planter, mais potentiellement on va devoir faire face à des pathogènes, avec des systèmes qui vont être de plus en plus problématiques. Et la figure de droite, en fait, représente ça à l'échelle mondiale pour tous les pathogènes, qui ont une énorme cohorte de pathogènes. En fait, ce qu'on voit, c'est ça. C'est qu'en fait, vers le nord, on va avoir plus de problématiques et qui vont se déplacer de plus en plus vers le nord et dans les différents systèmes qui sont étudiés. Alors, comment on va essayer de s'adapter à tout ça? Parce que finalement, on a du pain sur la planche, et si on veut aller de l'avant. Alors, nous, ce qu'on essaye, c'est de travailler à plusieurs échelles, et que ce soit des échelles temporelles ou des échelles spatiales. La première échelle temporelle, c'est celle-là. Jusqu'à maintenant,
je dirais presque dans tous les métiers, mais en agriculture, c'était vraiment la situation suivante. On était dans quelque chose qu'on considérait comme stationnaire, où il y avait une variabilité, et on avait une année extrême. Et donc finalement, on essayait de rentrer dans cette variabilité et de tirer le mieux de notre système tous les années, ou la plupart des années. La situation actuelle, c'est qu'on va être dans un système dans lequel on va être en tendance d'augmentation, on va devoir prendre en compte la variabilité et on va devoir prendre en compte les événements extrêmes. Et certains événements, juste pour faire remarquer, un événement extrême d'avant va pouvoir éventuellement devenir quelque chose de normal dans l'avenir. Donc on a aussi des pistes de comment on a fait une année donnée ou comment on pourrait faire quand on a un événement pour se préparer pour l'avenir. Alors aujourd'hui, nous, on travaille sur ces questions-là, donc des adaptations qui se font à très court terme, ce qu'on appelle incrémentiel, systémique, donc, où on ne veut pas changer notre système, on veut rester dans la viticulture, mais on sait qu'on va devoir faire des changements. Ou transformante, ça veut dire qu'en fait, on sait que c'est cuit et qu'il va falloir passer sur un autre système. Et on sait que les premières, ils peuvent se faire même au cours de l'année, les deuxièmes, ils vont se faire éventuellement sur quelques années, les troisièmes, on va les mettre en place pendant plusieurs années. Et donc nous, aujourd'hui, on essaye de travailler sur ces systèmes pour essayer de pouvoir répondre à ces questions. Et on a pas mal d'idées déjà. Alors là, je vous mets un échantillon. Mais c'est loin d'être les seules activités ou les seules adaptations qu'on peut imaginer. On peut partir sur les pratiques agronomiques, on a pas mal de choses qui se mettent en place. Là, je mets des choses qui sont pour la vigne, mais qui sont aussi pour l'arbre, qui peuvent être aussi pour les grandes cultures. On a beaucoup de travaux et il y a beaucoup de gens qui, depuis déjà une dizaine, une quinzaine d'années, ils voient que les problèmes, il est prégnant et qu'ils travaillent dans la co-construction des solutions innovantes sur les terrains, des agriculteurs, des viticulteurs qui cherchent des solutions. On a des travaux autour de la sélection et là, on bascule déjà un peu plus sur des moyens termes avec les recherches des variétés, avec des mélanges d'espèces, avec la polyculture et l'élevage, introduire des nouvelles aux espèces anciennes, revoir les paysages, sortir de cette monoculture que des fois on rencontre et que c'est le fruit des 70 ans, des 80 ans de spécialisation. Et ça, tout ce que je vous montre là, ce n'est pas des photos, c'est des choses qui sont en cours. Ce sont des choses qui se mettent en place et dans lesquelles les gens ils s'investissent et dans lesquelles les gens ils pensent qu'ils vont pouvoir trouver des solutions et dans lesquelles la recherche essaie de les accompagner, mais ce que l'on se rend compte, et là depuis plusieurs années, c'est qu'il n'y a pas une solution unique. En fait, on ne pourra pas dire que ma solution va aller servir à quelqu'un. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une grosse phase de tests et d'évaluation sur place pour évaluer qu'est-ce qui est faisable ou pas sur place. Alors, là, je fais une petite synthèse. Certains, ils l'ont déjà vu peut-être plusieurs fois, mais c'est les résultats d'un projet qui a eu lieu pendant 10 ans et qui s'intéressait à la question de l'adaptation de la vigne et du vin au changement climatique, qui s'était appelé le projet La Cave, qui est marqué là-bas. On était arrivé à 6 grandes adaptations, 6 grandes voies d'adaptation qu'il est décrit ici. Je vais détailler juste 2 qui me paraissent importantes à garder en tête. Il y a tous les travaux autour du matériel végétal, tout ce qui va être les variétés. Ça, on met beaucoup l'accent. Trouver la bonne variété, trouver les clones, les variétés anciennes, les variétés étrangères. On va essayer de trouver même de la création variétale, mais on se rend compte, si vous prenez les couleurs, qu'il y a des choses qui ne vont pas pouvoir se faire chaque année, parce qu'on parle de la vigne, et c'est surtout qu'il y a certains cadres, dans certains vignobles, où on ne voudra pas changer forcément certaines choses. Donc ça peut devenir transformant si à un moment donné, on décide de changer complètement des cépages. Et je mets la diversification là, parce qu'en fait, au niveau du matériel végétal, il va falloir commencer à rentrer aussi sur la notion d'introduire des nouvelles espèces. Pas pour faire joli, mais pour essayer d'étaler les risques. Quand vous travaillez sur une seule espèce et vous avez très peu de variabilité au sein de votre exploitation, ou que vous avez un système qui est très ciblé et optimal sur une espèce ou une variété, s'il y a un événement extrême, et je viens de vous montrer que c'est vraiment les risques majeurs que l'on va avoir dans les années à venir, en fait, vous avez un risque très important de tout perdre d'un coup. Donc l'objectif de la diversification, ce n'est pas de complexifier les systèmes pour les plaisirs, c'est vraiment d'accompagner une transformation pour éliminer un risque absolu en cas de catastrophe. Et ça, on sait que maintenant, ça fait partie de nos priorités. On a beaucoup de travail sur les nouveaux itinéraires, que ce soit sur les feuillages. Les sols est devenu vraiment un pilier de tous les travaux que l'on porte. L'irrigation, l'agroforesterie, qui fait lien avec la diversification, et toute la question de l'agriculture de précision. Et au niveau énologique, il y a tous les travaux qui se font à la cave, que ce soit avec la désalcoolisation, les levures, que ce soit aussi avec l'acidification. Alors, un petit focus sur les changements des variétés.
En fait, déjà, à la base, on utilise très peu de diversité au sein de la vigne. Si on s'intéresse qu'à la vigne, exclusivement. On a 7000 cépages à peu près dans le monde. En France, on a 300 cépages qu'on peut cultiver. Et on a une vingtaine qui couvrent à peu près 90% de la surface du vignoble français. Donc finalement, si on regarde par rapport à la disponibilité, et en France, on a la plus grosse collection de cépages au monde, qui se situe pas loin de Montpellier, à Vassal. On a pratiquement 2500 cépages différents. Donc ici à Bordeaux, on teste 50 pour essayer de voir quels pourraient être les cépages de demain. Donc on a vraiment l'idée d'identifier. Et en plus, on peut se rendre compte que tous les cépages qu'on utilise au niveau mondial, ils viennent tous de l'Europe en fait. Donc c'est plutôt dans tous les autres vignobles du monde qui utilisent ce que nous, on a à la base chez nous. Donc c'est intéressant d'explorer cette biodiversité. Mais ça ne va pas de soi de se dire qu'on va trouver un cépage, ni les cépages qui va permettre de tout faire. Là, je vous mets juste une figure qui recoupe plein de travaux de recherche de mes collègues de Bordeaux. À gauche, vous avez la précocité pour la date des véraisons. Et je vous ai marqué 3 cépages bordelais emblématiques. Et vous voyez qu'en fait, chacun il a une vitesse de maturation qui est très différente. On a des cumuls d'acide tartrique qui sont très différents. On a des cumuls d'acide malique qui sont très différents. Et on a une incidence à une des maladies qui s'appelle l'ESCA qui est très différente. Donc vous voyez qu'en fait, trouver les bons cépages, c'est compliqué. Et que ça va passer plutôt par un échantillon, un panel des cépages sur lesquels on va devoir travailler et qu'il va falloir comprendre et apprendre, qu'il va passer l'adaptation dans ces contextes-là. Mais on a besoin vraiment d'accompagner ces changements. Parce que si on ne les accompagne pas et que si on se focalise juste sur ce qui me plaît et je ne m'ouvre pas à goûter d'autres choses, à découvrir d'autres choses, ben ça va être problématique pour les producteurs de se lancer à tester de nouvelles choses. Donc on a quand même un rôle à jouer en tant que consommateur de consommer ou de découvrir ou d'accompagner ces changements au niveau des systèmes. On a aussi d'autres voies d'adaptation, comme les travaux au niveau de l'espace. On fait de plus en plus de travaux pour essayer de comprendre comment les vignobles sont structurés localement ou autour, pour voir si on a des nouvelles zones de production, des zones qui étaient mises de côté depuis longtemps parce que trop froides, pas trop exposées. D'un coup, elles deviennent super intéressantes parce que d'un coup, elles sont à la fraîche, on va dire, pendant l'été, quand il fait très chaud, ou elles sont sur des sols très profonds, donc accès à l'eau. Donc tout ce travail de caractérisation des zones, c'est important. On a les changements institutionnels, qui y revenir, et aussi les consommateurs. On a des collègues ici à Bordeaux qui ont travaillé sur de l'économie expérimentale, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment les consommateurs répondent à ces changements des profils des vins, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à payer, combien ils seraient prêts à payer, et quel est le type de vins qu'on peut imaginer qu'ils aimeraient demain. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, et qu'il faut suivre les consommateurs et les écouter, parce que des fois, on a des surprises par rapport aux attentes qu'on imagine qu'ils ont, et ce qu'ils ont fait finalement sur les terrains. Et en fait, il y a vraiment des adaptations à mettre en place à ce niveau-là. Mais si je me focalise sur les changements institutionnels, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et c'est juste pour vous dire aussi que depuis 20 ans que je travaille sur les sujets à l'échelle de l'agriculture, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Peut-être pas vues du grand public, peut-être pas forcément mises à la première du journal télé les soirs, mais dans lesquelles, en fait, il se sont passées des activités qui vont jouer un rôle dans les années à venir et qu'on espère qu'ils vont porter leurs fruits. La première, c'est que dans le cadre de ces projets LACAB, on avait proposé des scénarios un peu farfelus, dans lesquels on proposait aux vignerons et aux professions de s'imaginer qu'est-ce qui passerait si on libéralisait la totalité du vignoble, si on devenait super traditionnel, ou si tout était techno et innovation, ou si on était plutôt dans une espèce de déplacement des vignobles autour de soi ou ailleurs. Ça a fait réfléchir. Et là, vous avez 2650 propositions qui ont été remontées par les acteurs de la filière viticole. De ces 2650 propositions, ça a donné lieu à une stratégie nationale portée par le ministère de l'Agriculture, dans laquelle on a défini quelles sont les actions, quels sont les axes de travail dans lesquels il doit travailler, la filière, mais les acteurs qui l'accompagnent. Et aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle Vitiliance, que peut-être personne connaît, ou que ça reste quand même dans les sphères des professionnels, peut-être, et de la recherche, mais dans lesquels il y a des démonstrateurs d'adaptation qui se développent partout en France, dans lesquels on va chercher des solutions qu'on va vouloir ensuite transférer, ou en parallèle transférer à des vignerons. Et ça, en fait, si on les regarde d'une façon plus élargie, on les voit partout. On a des prospectives qui se produisent dans la totalité dans plein de filières, avec des scénarios qui cherchent à faire réfléchir, qui cherchent à apporter des solutions.
on a des actions qui se font localement. Là, c'est par exemple un forum qui avait eu lieu dans les Ventoux, dans la vallée du Ventoux, pour réfléchir à quelle agriculture on veut demain. Quelle agriculture que l'on veut demain, mais aussi quels sont les moyens que l'on va se donner localement, avec les acteurs locaux, pour la mettre en place. Et vous avez plein d'outils, plein de choses qui se mettent en place d'un point de vue action concrète pour aider, accompagner et mobiliser les viticulteurs, mais aussi les agriculteurs. Et là, je me focalise peut-être sur Bacchus, qui c'est une zone atelier, je ne sais pas si vous connaissez, qui est ici, en Gironde, autour de vous, dans laquelle on essaye de comprendre comment faire de l'adaptation au changement climatique, mais aussi à toutes les questions des transitions agroécologiques du vignoble, et dans lesquelles on est tous invités à contribuer, en fait, à réfléchir, à apporter nos questions aux chercheurs. Et pour finir, je ne vais pas laisser de côté l'atténuation, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a une tendance que souvent, on va mettre l'accent sur l'adaptation. Pourquoi? Parce qu'on la voit. Si je vous dis changer un cépage, vous allez changer une parcelle. Si je vous dis mettre des panneaux photovoltaïques, on va voir les panneaux photovoltaïques. Et d'un coup, on s'est dit, ah, c'est bon, on a joué l'action, on est en train de s'adapter. Mais en fait, si on fait ça et on ne tient pas compte de l'atténuation, les principaux problèmes que l'on va avoir, c'est que les impacts ils vont continuer à être de plus en plus forts, l'effort d'adaptation il va être de plus en plus fort, et l'effort d'atténuation il va être de plus en plus fort. L'important, c'est de mettre l'action sur l'atténuation, même si on ne la voit pas, et de l'accompagner de l'adaptation, parce qu'on ne peut pas la laisser de côté, parce que de toute façon, on doit s'adapter. Et la logique, en fait, dans cette démarche, c'est qu'on sait que par défaut, on va réduire nos impacts. Et par défaut, on va réduire notre effort d'adaptation, et par défaut, on va réduire notre effort d'atténuation. Donc, elle est une stratégie gagnante de faire des efforts de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre dès maintenant. Alors, l'agriculture, elle contribue à l'échelle française, elle est autour de 20% des émissions. Ce n'est pas tellement les CO2 qui est pilote, c'est plutôt les autres deux gaz, les méthanes et l'oxyde nitreux. Il y a l'élevage qui est pointé du doigt, mais qui en fait, il est nécessaire aussi pour maintenir une agriculture diversifiée et variée en France. Donc, il faut trouver des solutions pour pouvoir maintenir nos systèmes d'élevage. On a les cultures qui vont émettre aussi, et on a aussi l'intérêt de l'agriculture, c'est qu'elle va contribuer aussi à le stockage de carbone. Donc, en fait, finalement, on sait qu'elle va pouvoir jouer un rôle dans l'autre sens, c'est-à-dire de nous aider à récupérer une partie des émissions que l'on fait. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie part dans nos assiettes. Là, vous avez l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Ça, c'est ce que l'on émet chaque année, 9 tonnes à peu près en ce moment. À peu près la moitié, c'est des importations de ce que l'on émet. C'est-à-dire, en gros, nos vêtements, les choses qu'on ne fait pas ici, sont faits ailleurs, mais ils ont émis pour que nous, on puisse les utiliser. L'alimentation et tout le reste, c'est autour de là, c'est-à-dire 2 tonnes, 20% de l'empreinte carbone. 46% des émissions importées, donc la moitié de ce que l'on consomme, ça vient d'ailleurs, une partie, et on jette 20% de ce que l'on produit, ce qui est énorme en fait. Donc finalement, on a vraiment des gains pour faire ça, parce que l'objectif en fait, et c'est le challenge que l'on a tous pour les années à venir, c'est passer de ces 9 tonnes à ces 2 tonnes. Et ces 2 tonnes, c'est l'objectif que l'on a en 2050 pour tous les habitants de la planète, de réduire de 9 tonnes à 2 tonnes. C'est sur cette voie que l'on est, et sur cette voie que l'on doit y être, si l'on veut atteindre les objectifs d'équilibre au niveau 2050. Alors, en agriculture, on va agir sur plein de leviers, l'agroécologie déjà, la gestion de l'élevage, comme j'ai dit, l'alimentation aussi, et aussi la transformation et la commercialisation. Et peut-être ici, juste un petit focus sur la vigne, parce qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits pour essayer d'évaluer l'empreinte carbone de la vigne, et en fait, on se rend compte qu'on peut la caractériser, en fait. Et on voit que la bouteille, elle pose vraiment un poids élevé dans cette empreinte, à peu près 50%, que les transports aussi, en fait, parce que finalement, tout ce que l'on produit, on ne le consomme pas sur place. Donc finalement, comment on gère ça? On a aussi l'environnement, toute la partie 26% qui va être la question de la culture, les travaux sur la parcelle. Mais on a aussi des solutions qui commencent à émerger, qui commencent à se positionner. Et là, je peux vous dire aussi qu'une des choses qui m'a frappé le plus quand on a commencé à faire des travaux en viticulture il y a quelques années, qu'on est allé vers le terrain, en fait, beaucoup de vignerons, beaucoup de filières, la première question qui s'est posée, c'était comment je peux réduire mon empreinte carbone
avant même de s'adapter, en fait. Et donc, en fait, ça fait partie des choses vraiment qui sont dans la ligne directrice de ce qu'ils cherchent à faire. Et là, il y a pas mal de pistes qui sont déjà évaluées pour les années à venir. Il est 20 heures. Quelques conclusions et réflexions pour finir. Bon, je pense que vous le saviez déjà. En tout cas, j'imagine que vous n'êtes pas venu à une conférence autour du changement climatique en vous demandant de quoi j'allais parler. Mais c'est juste pour vous confirmer que oui, le changement climatique, c'est un fait et qu'il va toucher tous nos aspects de la vie quotidienne. Aujourd'hui, on est, je ne vais pas dire persuadé, mais de ce que l'on comprend et de comment on l'étudie, on s'est dit que l'agriculture et la viticulture, on peut l'adapter jusqu'au 1,5 degré, 2 degrés avec les adaptations que l'on connaît. On peut y aller, on peut travailler. Ça va demander des efforts, ça va demander beaucoup de travail, mais on peut le faire. Au-delà des 2 degrés, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Et là, vraiment, il y a un changement complet des paradigmes avec ce que l'on va se retrouver comme agriculture. Donc pour ça, notre rôle à tous, c'est de réduire nos émissions, en fait. Vraiment, c'est très important. Et c'est rappeler que ni les agriculteurs ni les viticulteurs pourront faire face à tous les changements qu'on leur demande de faire. Là, je m'attaque qu'à la partie changement climatique, mais on leur demande aussi de s'adapter à plein de questions au niveau environnemental, alors qu'ils ont construit des systèmes où ils n'étaient pas sur cette voie au départ, dans certains cas. Donc l'accompagnement de la société et de nous, en tant que consommateurs, il est fondamental pour que les choix stratégiques qu'ils mettent en place, ils puissent valoir quelque chose. Il n'y a pas de solution unique, ça c'est un point important. Ça se joue beaucoup au local, même si ça peut paraître fou et que la plupart d'entre vous, peut-être, ils sont en train de se dire « mais moi, je peux faire quoi ?» On peut tous faire quelque chose. Peut-être par an, peut-être avec plus ou moins de pouvoir, mais tout ce que l'on fait, ça sert. Et au niveau local, les actions qui se mettent en place, elles sont un rôle. Et c'est la boule de neige des niveaux local qui permet de faire des choses au niveau régional, national, international. Il ne faut pas perdre de vue que personne n'a jamais commencé une révolution à l'échelle planétaire. Ça a toujours commencé dans un coin, quelque part, et après, ça a permis de faire des changements importants. Donc là, quand on doit révolutionner nos systèmes, il va falloir les faire localement et construire ensemble. Et je vous mets en sobriété et en justice, parce que voilà, tout le monde ne sera pas dans la capacité de s'adapter de la même manière et avec les mêmes moyens. Et ça, c'est vraiment important. Et la sobriété, ce n'est pas juste pour dire qu'il ne faut pas consommer, c'est parce qu'on ne peut plus consommer. En fait, il y a une limite à toutes nos ressources, et donc il faut que l'on l'intègre dans notre réflexion de ce qu'on peut faire. Une figure du GIEC de 2022 qui montre qu'en fait, on peut arriver au même endroit par différents chemins. Mais il montre aussi que si on attaque depuis le début un certain nombre d'objectifs, ça va être encore facile de changer de trajectoire. Mais que si on tarde à changer de trajectoire, l'effort de changement il sera de plus en plus fort, voire inatteignable, en fonction du monde dans lequel on voudrait se projeter dans l'avenir. Et une dernière diapo, avant-dernière, mais c'est les 7 des solutions. Moi, j'ai trouvé ça sympa, en fait. Ça, c'est un travail qui a été fait dans une petite commune de la région de l'Hérault par un collègue, Jean-Marc Touzard, qui était pilote du projet La Cave. Ça s'appelle un climaton, et dans lequel les vignerons du village ils sont questionnés, mais pas tout seuls, avec plein d'habitants du village, de qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Et c'est juste pour vous montrer qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent, en fait. Il y a plein de choses. Ne soyez pas abattus, malgré ma conférence parfois très déprimante. Mais mon objectif, c'est de vous montrer que si vous êtes là, c'est parce que la question vous intéresse. Si vous êtes là, c'est parce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose. Et si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, il y a plein de gens qui sont déjà en train de faire des choses. Donc il faut y aller les chercher, peut-être, des fois, et s'associer à eux. Merci beaucoup. 3 ouvrages. Vigne et vin, changement climatique, gratuit, c'est cool. Vous pouvez les télécharger. Changement climatique et agriculture, il est gratuit aussi, c'est cool aussi. Et un magazine qui est produit par notre institut Ressources, qui s'appelle Ressources, qui est gratuit aussi, sur téléchargement, et dans lequel, en fait, les 10-15 premières pages de ces numéros, ça concerne la deuxième vie, quel vent demain. En fait, ça va vous alimenter, nourrir, éventuellement sur les réflexions que ça peut apporter toute la présentation que je vous ai faite ce soir. En tout cas, merci de votre écoute et je me tiens à votre disposition pour des questions.
Bonsoir. Alors, on va vous faire passer ce micro-ballon. Je suis tout en haut ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on va pouvoir se le faire passer. Et je poserai aussi les questions qui nous seront relayées depuis la vidéoconférence. Est-ce que vous avez étudié les territoires qui pourraient être intéressants pour la vigne dans le futur, pour renouveler le vignoble? Oui. En fait, à l'échelle française ou à l'échelle mondiale? À l'échelle française? On l'a fait aux deux niveaux, en fait. À l'échelle française, oui, on sait aujourd'hui, typiquement dans ces numéros des ressources, en fait, on a bien caractérisé quelles sont les zones dans lesquelles la viticulture elle pourrait se développer. Et quand il dit se développer, c'est se développer au sens qu'on pourrait produire quelque chose de qualité. Après, il faut se poser la question si ça vaut la peine. Et en fait, c'est une des questions qui se posent beaucoup des gens qui se lancent là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des terres aujourd'hui qu'on va se questionner si ça vaut la peine de mettre la vigne ou mettre une culture nourricière pour se nourrir localement, par exemple. Ou parce qu'on a des espèces qu'on sait qui sont en tension dans les sud et qu'on a besoin de plus de territoires et qu'on a besoin des terres du nord. Mais oui, aujourd'hui, la répartition, on va dire, biogéographique de la vigne, on connaît comment elle va évoluer. On la suit par rapport à ce qui se passe déjà sur les terrains. Petit rappel juste, au XIXe siècle, avant la crise de phylloxéra, il y a les bouquins des Guyot. Et si vous allez sur la Bibliothèque nationale de France, vous avez une description de tous les vignobles de tous les départements de France. En fait, on avait la viticulture partout. Mais ce n'était pas rentable économiquement et les phylloxéra a mis un peu un coup d'arrêt pour plein de vignobles. Mais aujourd'hui, on est en capacité de savoir vers où ça va. Et en fait, je vous ai montré, déjà, on a une tendance vers le nord, on a une tendance en altitude, mais c'est pareil, quand on a peut-être des vignobles qui se questionnent, est-ce qu'on pourrait planter à 200 mètres de plus que ce que l'on a aujourd'hui? Est-ce qu'on a envie de faire ça alors que peut-être on a une forêt, ou qu'on a des alpages, ou qu'on a d'autres systèmes qui produisent d'autres alimentations? Donc on connaît, mais ça va poser d'autres questions. Merci. Quelle est selon vous la perspective du cépage Merlot à moyen et long terme? Je vais être tout à fait honnête, je ne sais pas. Et les cépages Merlot, moi, ce que je comprends de mon humble connaissance, c'est que c'est un cépage qui a tendance à accumuler très rapidement et qui peut avoir un potentiel des sucres assez élevé. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire aussi à la parcelle, donc qui peuvent permettre de faire des limités, des choses qui peuvent être problématiques au niveau de la typicité du vin. Donc j'aurais du mal à me prononcer parce qu'il y a des choses déjà qui sont produites dans les 20 dernières années et qu'en fait on nous aurait dit finalement on aurait changé il y a les cépages et finalement ça n'a pas changé. Après, je répète, la question pour moi je ne me la pose plus sur est-ce que les merlots ou la syrah à tel endroit ou est-ce qu'il va pouvoir introduire un nouveau cépage. Je me la pose en termes de diversification, vraiment. Parce que me dire qu'il va y avoir que du merlot par exemple, ou que les merlots ça va être ma tête de ligne, ça peut devenir problématique quand on voit les enjeux auxquels on va faire face. Et là, je ne parle même pas du climat, on pourrait parler de socio-économie, de géographie, de ce que l'on veut, parce que finalement, ça pose beaucoup de questions. Donc rester focalisé sur un cépage, pour moi, ça devient problématique dans tous les cas du temps. En fait. Même si c'est un signal, un symbole qui peut être très fort, que je reconnais, et que ça pose beaucoup de questions. C'est pour ça que j'ai dit que dans certains cas, c'est une adaptation carrément transformante. Mais personnellement, je pense qu'il est temps aujourd'hui, dès que l'on avance sur ces réflexions de diversification, que ce soit par les cépages, que ce soit par les cultures, que ce soit par les systèmes. Le temps que vous faites passer le ballon micro, pour une prochaine question, je vais te poser une question qui arrive en ligne. Oui, il faut le lancer très bas là, très fort. Attention à vos têtes au milieu. Retournez-vous, vous pouvez faire le relais. Voilà. Je te pose une question qui est arrivée en ligne, Iñaki. Ouais. C'est un peu long, mais elle est excellente et assez érudite, donc prépare-toi. Le changement climatique peut faire penser que la viticulture va subir une évolution lente
entre parenthèses à l'échelle de décades, mais ce changement pourrait aussi provoquer des ruptures catastrophiques, apparition de nouvelles maladies, mortalité très forte due à des pics de chaleur, incendies, etc., qui déstabiliseraient complètement le maintien de la viticulture. Point. Avez-vous des exemples de telles ruptures, pas forcément en viticulture, mais dans d'autres secteurs de l'agriculture ? Actuellement, alors, en lien avec le climat, non. En lien avec des maladies, oui, effectivement. On a des problèmes avec certaines maladies qui sont générées vraiment des gros problèmes de production. Je pense notamment à quelque chose qui se passe dans la vallée du Rhône avec la mouche Drosophila suzuki, qui impacte la production des fruits, notamment de la cerise, et qui a généré un arrêt complet dans certains secteurs de la production de cette espèce parce que c'était impossible de pouvoir cultiver cette espèce dans les conditions actuelles. Et alors, on n'y voit pas ça, mais on voit tous les signes que ça peut se produire. Et en fait, pour l'instant, je dirais qu'on n'a que des ruptures ponctuelles dans lesquelles on a encore un peu de répit, mais je ne m'avance pas trop parce que les gens qui sont dans les Pyrénées-Orientales, aujourd'hui, ils font face, par exemple, à des conditions climatiques extrêmement dures, avec un déficit de pluviométrie continu maintenant depuis pratiquement 3-4 ans, où au lieu d'être entre 400 et 800 mm, ils ne s'atteignent pas les 250, les 300 mm. Donc en fait, quand vous avez une agriculture qui est structurée autour de beaucoup de cultures irriguées, bah, ça remet complètement en question les systèmes dans lesquels vous êtes. Alors quand on a des années comme cette année qui a eu un peu de pluie, on a un peu de répit, mais ça questionne beaucoup de gens de savoir sur quelle voie ils vont s'orienter. Donc j'aimerais bien ce qu'il dit, c'est que rester sur une structure unitaire, ça peut poser vraiment des gros soucis à un moment donné. Pour rebondir sur ce que vous disiez, sur la perte d'irrigation, sur la perte de pluviométrie tout au long de l'année et la perte en recharge en eau, durant l'hiver notamment, vous avez pointé du doigt le sud-ouest. Il y a quoi comme solution technique, et aussi est-ce qu'on a des retours sur l'agroforesterie et les bénéfices qu'on peut avoir au sein d'une parcelle et au sein du vignoble? C'est tout neuf, mais peut-être qu'il y a quelques retours. Alors, oui, il y en a quelques retours. Et dans l'ouvrage sur les changements climatiques, il y a un chapitre qui est dédié là-dessus. J'ai mis en vert dans la figure autour de l'atténuation quelques propositions d'adaptation pour l'atténuation, mais il y a, dans ces mêmes graphiques, il y a toute une gamme de propositions pour l'adaptation, et notamment par rapport à l'eau. Alors l'irrigation, dans certains cas, va être nécessaire. Je ne veux pas dire le contraire. On sait que dans certains systèmes, on en a besoin de l'eau pour pouvoir produire. Mais ça pose quand même la question de savoir pourquoi on va l'utiliser. Et donc ce débat, il est très bien posé dans pas mal d'articles qui apparaissent actuellement. Ben, il est nécessaire de l'avoir, mais au niveau recherche, nous on essaie de compiler la plus grosse quantité de données. Ce qu'on voit, c'est que des systèmes comme l'agroforesterie, si on maintient un certain équilibre, on va pouvoir avoir des bénéfices communs pour les deux systèmes, hein, l'arbre et la culture. Et on a aussi l'agri-photovoltaïsme qui est en train de se développer dans certaines régions. Voilà, on a pas mal de choses, les travails dans les sols, les couverts des sols. On a plein de stratégies. On sait qu'il y a des équilibres. Il ne faut pas perdre de vue que ça demande une montée en compétences énorme de beaucoup d'agriculteurs et viticulteurs, parce que c'est des systèmes qu'ils ne connaissent pas. Donc il va falloir se les approprier et s'adapter. Nous, là, ce qu'on essaie d'apporter, c'est le plus de données pour être le plus objectif possible, les plus factuels possible, pour prendre des décisions au niveau politique et sociétal. Que les débats ils puissent avoir avec les informations. Mais nous, ce que l'on voit, c'est qu'il y a certains systèmes qui ne pourront pas être irrigués, certains systèmes qui pourront être irrigués, mais ça dépendra des lieux, ça dépendra des conditions et ça dépendra des choix que l'on fera collectivement, en fait. Merci. Là. Ah. Oui, voilà. Les agriculteurs travaillent... Ah oui, déjà. Bon, j'espère qu'on les attrapera mieux ce week-end contre les Sud-Africains, mais... Ok. Je continue avec le micro. Les agriculteurs travaillent, ou les viticulteurs travaillent pour la plupart dans le cadre de l'INAO. Est-ce que cette INAO n'est pas devenue une contrainte actuellement? Est-ce que la vitesse d'adaptation dont on a besoin n'est pas freinée justement par le cadre un peu trop contraignant de l'INAO? Alors, ça c'est une super question. Ça rejoint une question en ligne d'ailleurs, okay. Iñaki. Alors,
Et dans le petit article que j'ai montré de 2006, ma phrase, elle finissait « Et l'INAO devra s'adapter ». J'étais très... J'avais pas fini ma thèse, j'espérais avoir un boulot un jour, et là, j'ai commencé à me fermer des portes, peut-être. Et n'empêche que... Ça me fait bizarre d'être avec la boule, là. L'INAO s'adapte. L'INAO s'adapte. Et je vais vous donner un exemple très concret. Ce n'est pas pour faire de la défense des collègues, c'est juste pour être factuel. Et la démarche de proposer aux appellations et aux vignerons 5% de leur surface plantée pour pouvoir tester des nouveaux cépages et d'évaluer en interne si ça sera intéressant de les intégrer demain dans les vignobles, je peux vous dire que c'est parti de l'INAO. Ce n'est pas forcément parti des interprofessions. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, en tout cas. Et aujourd'hui, l'INAO est en train de revoir comment il va mener les protocoles des caractérisations des appellations en prenant en compte justement les changements climatiques. C'est vraiment des choses qui s'intègrent pleinement. Les techniciens de l'INAO, ils sont complètement conscients et attentifs à comment ils peuvent améliorer leur technique. Mais je rappelle juste un détail, c'est que l'INAO ne fait qu'appliquer ce qui est écrit dans les cahiers des charges. Les cahiers des charges, ils sont décrits par les professions. Donc, à la fin, ça demande aussi une transformation dès l'intérieur des différents collectifs, syndicats qui pilotent les appellations. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Il y a plein de syndicats qui aujourd'hui se questionnent sur plein de points que j'ai évoqués là, que ce soit les aires de répartition, que ce soit les cépages, pour se donner de la souplesse. Mais ce n'est pas de la souplesse. Pour essayer de défendre un savoir-faire dans l'avenir qui pourra éventuellement évoluer. Et il faut peut-être aussi qu'on rappelle que beaucoup de choses... Il y a une phrase, je sais pas, d'un collègue qui s'appelle Jean-Michel Boursicot, que j'ai entendu dire, qui disait une tradition, c'est une innovation qui a triomphé, en fait. C'est quelque chose de fou qu'à un moment donné, on s'est dit, c'est quand même complètement fou, mais d'un coup, on oublie que cet acte un peu de folie est devenu quelque chose qu'aujourd'hui, on défend mordicus comme une tradition. La Syrah dans la vallée du Rhône, jusqu'à les années 50, elle n'y était pas. Et en fait, c'est depuis les années 50 qu'elle s'est développée dans les Sud. Elle était dans son canton, mais après, voilà. Et maintenant, on voit de la Syrah de partout. Bon, voilà. Donc, mettons les choses en perspective, des fois aussi. Et je pense qu'on est dans une posture intelligente aujourd'hui, je pense, à tous les niveaux, pour se dire qu'il y a besoin d'aller ensemble pour trouver les adaptations. Et l'INAO, de mon humble perspective et connaissance, est lié dans son rôle d'accompagner ces transformations. Je ne sais pas si j'ai répondu à la personne sur Internet, mais... Attends, il faut lancer le truc. Oui, mais je ne sais pas qui l'a lancé. Ah. Oui. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui, voilà, je file ma question. Est-ce que l'irrigation est de la compétence de l'INAO? Je ne sais pas. Ben, je ne crois pas. Je ne sais pas. Il y a des appellations en Bordeaux qui la demandent. Ça sort complètement de mon périmètre des connaissances. Une question en ligne. Alors celle-là, bon, je te la pose, Iñaki, mais je me demande si c'est pas un ami à toi ou à moi qui essaie de te piéger. Que sait-on aujourd'hui de l'impact des variations thermiques nocturnes sur l'accumulation des anthocyanes et la synthèse des arômes variétaux dans les régions traditionnellement froides? La réponse, elle est assez rapide, que ça change. En fait, je ne vais pas m'étaler parce que déjà, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Il y a probablement des gens dans la salle qui seraient beaucoup plus aptes que moi pour répondre à la question précisément sur les effets directs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les températures de nuit, c'est celles qui sont en train d'évoluer les plus vite, en fait, dans certaines zones. Et de la même manière que vous n'arrivez pas à dormir à la nuit en été actuellement, des fois, parce qu'il fait trop chaud, la baie des raisins, elle n'est pas bien dans sa grappe. Donc, il faut quand même se rendre compte que, pour les coups, dans les évolutions que l'on voit malheureusement dans les années à venir, c'est que les nuits tropicales, qu'on appelle, donc c'est des températures supérieures à 25 degrés, si je me souviens bien, si je ne dis pas une bêtise, j'espère pas dire une bêtise, elles vont se démultiplier en fait. Et ça devient très compliqué pour tout le monde, pour les plantes, mais aussi pour nous, de pouvoir vivre dans des conditions pareilles. Donc ça fait partie aussi des, si vous voulez, des objectifs, de pourquoi il faut faire un effort collectif de réduction d'émissions. Est-ce que nous avons des questions dans la salle, là, juste pour le plaisir de lancer le
Le ballon. Ah, c'est très haut, donc c'est pour toi. Bon, pardon. C'est pas mal. Yes. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, par rapport à donc ce changement climatique, il s'avère réaliste et prochain, si on peut dire, ou proche, ou déjà présent. Comment expliquer l'écart sur l'emballement technologique? On a du mal à communiquer concrètement à divers niveaux entre le local, le national et l'international. Il y a la COP qui arrive la semaine prochaine. Et de voir que finalement, on a déjà, comme vous, sûrement bien réfléchi à la question, observé les grandes variations, et que finalement, le lien intermédiaire est si difficile à partager encore. Donc simplement, pourquoi ou comment on pourrait améliorer la communication des nécessités face au changement climatique? Ah, oula. Je vais essayer de reformuler la question. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, je vous dis qu'on parle de ces sujets depuis 20 ans et que les choses ne vont pas assez vite? Tout à fait. Oui, bah, ça s'appelle l'être humain, j'ai l'impression, d'une certaine manière. Et sincèrement, je n'ai pas de réponse toute faite. Et ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler sur la question et d'essayer de trouver des solutions et surtout de mobiliser les gens. Et je pense que la communauté qui travaille sur le climat et sur les impacts n'a pas pris la mesure à un moment donné du fait qu'on ne communiquait pas forcément bien auprès des décideurs. Ce qui a beaucoup changé depuis la dernière rapport. Les rapports de 2022, je vous invite à les regarder. En fait, il ne s'est plus accompagné juste d'un bouquin, il s'est accompagné de plein d'outils pédagogiques, de compréhension pour la société, pour les décideurs. Et aujourd'hui, je pense que ça fait partie aussi des choses pour lesquelles je peux vous assurer qu'il n'y aurait pas eu une salle comme ça il y a 10 ans. Ça, je vous le dis. Et malheureusement, je sais qu'il y a une partie des gens qui viennent dans des conférences autour du changement climatique parce qu'ils ont vécu une canicule, ou parce qu'ils ont eu un problème, ou parce qu'ils ont vécu quelque chose de près. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on va vivre. Et donc, ça mobilise les gens pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais après, il y a toute une partie inertie de système que nous, on sait que c'est très long. Mais comment aller plus vite? Moi, je pense, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'action locale, en fait. L'action locale, elle est concrète. Et pour les coups, je répète, moi, je vois des changements par rapport à ce que je pouvais voir il y a 20 ans. Donc, les choses, il se passent. Moins vite que voulu, oui, c'est certain. Moins vite que ce dont on aurait dû, oui, parce que les choses, elles sont en train de s'accélérer beaucoup. Et que finalement, les adaptations qu'on pensait qu'on allait devoir mettre en place dans longtemps ou dans quelques années, elles sont là. On doit les faire maintenant. Mais je ne perds pas espoir de que vous tous, éventuellement, retourniez chez vous en vous disant qu'est-ce que je peux faire, comment on peut agir, comment je peux agir quand je prends mon transport, comment je peux agir quand je mange, comment je peux agir quand je consomme, comment je peux agir quand je voyage. Et ça, ce n'est pas une personne, c'est plein de gens au monde qui se la posent. Et c'est l'action collective qui permet de faire ça. Mais je n'ai pas une réponse à vous dire pourquoi. Enfin, la réponse à votre pourquoi, je n'ai pas une réponse de parce que, exactement concrète. Il y a forcément une expérience. Dans le micro, s'il vous plaît, que tout le monde puisse entendre. Il y a forcément une expérience par rapport à ces réflexions, à ce contradictoire. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est qu'en viticulture, en fait, pour le coup, on a appris les choses, on a eu la chance, c'est une des seules filières dans lesquelles on a pu mener un projet de recherche pendant 10 ans, qui nous emmène aujourd'hui à être vraiment en action avec ces démonstrateurs que je parlais du projet Vitiliance, où il y a vraiment déjà tout un travail d'organisation au niveau filière, au niveau local. Voilà, ça n'existe pas, je vous promets, malheureusement, ça n'existe pas pour toutes les filières, ça n'existe pas dans tous les pays. Oui, ça c'est sûr, ça n'existe pas dans tous les secteurs, mais il y a beaucoup de choses en parallèle qui changent. Et on sait que quand on met et qu'on fait de l'inclusion des gens qui doivent travailler sur le terrain, dans la prise de décision, dans la prise de conscience, le seul fait de monter en compétence sur un sujet, ça fait déjà être plus performant, et enfin pas performant, mais plus actif dans certaines questions. Donc nous, on l'a vécu avec ces projets. Et ce qu'on essaie, c'est de les élargir à d'autres choses. Quand il y a la COP, c'est exactement ce qui se passe. On essaie d'apporter cette interaction.
C'est pour ça qu'il rappelle que la COP, c'est un des seuls événements au monde dans lesquels vous avez tous les pays, mais vous avez aussi les associations qui sont là en représentation des citoyens pour garder un œil vigilant de ce qui est discuté. Toutes les associations, ils ne se valent certainement pas, mais ça montre au fait, le fait que la société en son ensemble, elle a une action et elle peut mener des actions à différents niveaux. Et donc ça, c'est important de garder en tête. Que quand on met ça en place, ça va beaucoup plus vite. Même si on a l'impression qu'on fait moins parce que c'est tout petit. Mais ça va plus vite. On va repartir en direction du vin directement avec une question en ligne. Oui. Si le changement climatique redéfinit les profils sensoriels régionaux, devons-nous continuer à parler de typicité ou accepter que nous entrons dans une nouvelle ère du goût? Alors, ça serait une question pour mon collègue qui est assis dans la première rang et à qui je ne vais pas le faire... je ne vais pas l'embêter avec ça. Et en fait, la typicité a toujours changé, en fait. Et ce n'est pas pour faire une réponse de Normand, chose qui ne suis pas, mais c'est qu'effectivement, en fait, les profils des vins et comment les choses ils sont évoluées dans les temps, déjà, ils ont changé beaucoup ces dernières années, tout simplement. Les consommateurs, et c'est un peu les résultats des travaux qui ont été faits pendant les projets LACAB, où on cherchait à comprendre si les consommateurs ils étaient plus proches des vins, on va dire plus typés changement climatique, parce qu'on avait cette sensation et qu'en fait, finalement, il y avait un horizon qui s'ouvrait, des profils plus charnus, plus layants, plus chargés, en alcool peut-être. Finalement, on s'est rendu compte que oui, ça plaisait bien, mais que les profils un peu plus frais, un peu plus anciens, si on peut dire, ça plaisait autant et qu'en fait, il y a des consommateurs et qu'il y a des profils et qu'il ne faut pas perdre de vue ça. Et donc, la typicité, elle change, mais je pourrais dire qu'en 20 ans, j'ai vu apparaître aussi des rosés partout, qu'il y ait vu apparaître des effervescents partout, et donc finalement des vignobles qui sont positionnés sur des secteurs qu'auparavant on n'aurait jamais imaginé qu'ils allaient se positionner. Donc c'est une typicité dans laquelle, tant que l'on est content de la découvrir, je pense que c'est ça le plus important en fait. Et tant que l'on est content de partager ça avec celui qui le produit et qui nous explique pourquoi il part vers là, je pense que la typicité, on va pouvoir la faire évoluer pendant longtemps. Ce sera la dernière question de la salle. Madame. Ouais. Oui, moi, je voudrais revenir sur un enjeu qui, me semble-t-il, est primordial du point de vue collectif. C'est la question de l'eau. Parce que vous l'avez un petit peu abordé, mais assez rapidement. Explore 2 montre que dans notre bassin à Drogaronne, il va manquer 1,2 million de mètres cubes d'eau d'ici 2050, que l'agriculture prélève et consomme 80% de l'eau en période d'étiage, donc il faut qu'on se pose collectivement la question de à quoi va servir l'eau dans des modalités de ressources qui vont s'épuiser en termes de qualité et de quantité. Donc l'agriculture, c'est une chose, la viticulture, c'est une agriculture, mais ce n'est pas une agriculture nourricière. Donc se poser la question de l'irrigation de nos vignes, est-ce que ce n'est pas de la maladaptation? Là, vous me posez une question. Alors, en fait, la question, elle est posée sur 2 angles. On peut la poser sur 2 angles. C'est la question de est-ce qu'on peut, d'un point de vue physiologique, fonctionnel, agronomique, effectivement, on voit aujourd'hui cet questionnement sur l'utilisation de l'irrigation pour la vigne. Chose qui n'était pas faite historiquement en France, pas seulement à Bordeaux, mais de manière générale. Et aujourd'hui, on se questionne par rapport à la ressource. Et en fait, c'est le lien en fait, là que l'on essaye d'explorer. C'est un lien avec la question qui m'a posée précédemment quelqu'un sur, OK, on peut répandre, on peut continuer à faire une certaine agriculture, une certaine espèce, mais pourquoi faire? Est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on doit... Nous, on pense qu'il faut se poser les questions. Mais localement, je ne veux pas trancher un débat, on ne peut pas trancher d'un débat de façon générale. On pourrait dire que la vigne n'est pas une culture nourricière, et c'est vrai, mais je ne peux pas détacher aussi l'impact qu'elle a d'un point de vue économique, localement, quand on a construit depuis plus de 100 ans toute une structure économique locale. Ça veut dire que si on considère que finalement elle n'est pas tenable de pouvoir maintenir ça, il va falloir faire une transformation. Et cette transformation, il va falloir la faire collectivement. On ne va pas demander à certains de tout changer et les autres regarder voir. Donc ça remet en question à nouveau la question de justice, sobriété, la décision collective, les partages des réflexions.
On revient à ce qu'on a dit, nous on essaie d'apporter le plus de données. Explore 2, effectivement, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Et dans les différents bouquins que je vous ai montrés, mais plus précisément les éditions Quae, je fais à nouveau la pub pour eux, ils viennent de sortir un petit bouquin, 180 pages, je crois, autour de toutes les questions saillantes qu'on se pose autour de l'eau. Et là, je peux vous dire que mes collègues chercheurs, ils ont essayé d'aller droit dans qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on dit et qu'est-ce que l'on peut dire. Et il y a la question de l'appui aux politiques publiques, c'est-à-dire de comment, sociétalement, on s'approprie cette question de la ressource, pourquoi faire, comment la partager, dans quel but. Oui, la vigne est liée dedans. Mais moi, il y a une question aussi, que c'est quel est l'impact aussi dans un territoire, et dans ces cas-là, quels sont les choix et les décisions que l'on peut prendre. Et ça dépasse seulement le fait de dire la vigne est ou pas nourricière. Il peut y avoir d'autres conséquences. Donc, c'est pas simple, en fait. Et je reconnais qu'en fait, ils ne vous donnent pas peut-être des réponses tranchées. Mais on est face à quelque chose qui est énorme, dans lequel en fait, on essaye de se dépatouiller avec les moyens du bord. L'accélération de ce que l'on voit, personne dans le vivant ne l'a jamais vécu. On est en train de faire face à des choses, à des systèmes. Les chercheurs aujourd'hui, pour vous être tout à fait sincère, travaillent sur des thématiques, pour la plupart, qui travaillent en environnement, en agriculture, qu'ils n'auraient jamais imaginé au début de leur carrière. Parce que finalement, en fait, ils s'étaient projetés sur une chose, et là, les changements climatiques imposent un cadre. Donc finalement, on est en train de découvrir presque en même temps que vous, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'il va falloir faire et comment on va pouvoir s'adapter. Donc je pense que le plus important, c'est de maintenir les dialogues, la discussion, de rester factuel, de s'appuyer sur la science, de laisser la science aussi apporter des connaissances et collectivement essayer de trouver parfois la moins mauvaise solution ou la solution la plus robuste, si je pourrais dire, pour les années à venir, pour une zone, une production, un système. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas plus de connaissances ni plus de capacités à pouvoir apporter d'autres types de réponses. Merci beaucoup, Iñaki. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette conférence des Vendanges du Savoir. Je vous invite à vous intéresser à ce qui va suivre ici à la Cité du Vin, mais aussi à ce qui va suivre aux Vendanges du Savoir. Donc le mois prochain, le 2 décembre, quelque chose de totalement différent, mais toujours en lien avec la recherche, et c'est aussi une partie de la réponse de s'informer collectivement sur des canaux d'information fiables, en direct de chercheurs, et c'est toute l'essence des Vendanges du Savoir. Donc ça sera du vin au pinceau, les artistes à Rome au XVIIe siècle, par Suzanne Baverez, qui est docteure en histoire de l'art, chargée de cours à l'université Paris Sciences et Lettres. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt au Vendanges du Savoir, j'espère.